À peu près 99,99% de tout ce qui se passe autour de toi dont t'es pas alerte. Si ton cerveau est pas familier avec ce que tu essaies de manifester, ça va juste le rejeter par défaut parce que c'est trop d'énergie pour ce que c'est. Ta réaction immédiate lorsque tu reçois exactement ce que tu as manifesté, c'est que tu vas vouloir courir à l'autre bout de la pièce et tu vas pas être capable de le tenir. Peu importe le nombre de temps que ça va prendre, si tu prends des actions qui sont alignées, ça va arriver. C'est pas à toi de découvrir le comment ça va arriver, c'est à toi de déterminer ton pourquoi ça va nécessairement arriver. Ambitionnelle, femme qui n'a pas peur de s'affirmer, prendre sa place et donner le meilleur d'elle-même afin d'avoir ce qu'elle veut. Donc, le sujet intéressant de l'heure sur TikTok, Instagram, Pinterest, partout où est-ce que tu mets les yeux, c'est la manifestation. Mais tu te demandes, est-ce que ça fonctionne réellement? Est-ce que c'est pas juste du woo-woo stuff, comme on dit? Est-ce que c'est pas juste de la magie qui fait en sorte qu'on pense quelque chose, ça apparaît? Mais non. Il y a vraiment des fondements neuroscientifiques derrière la manifestation et ça fonctionne réellement pour une raison. Aujourd'hui, on se plonge dans le livre Mind Magic qui nous explique la neuroscience exacte derrière la manifestation et comment est-ce qu'on peut utiliser ce principe-là pour bâtir la vie de nos rêves, notre vision et tout ce qu'on voudrait avoir dans le fond. La manifestation, c'est pas juste allumer une bougie, écrire des affirmations et espérer que ça fonctionne. Il y a vraiment des principes derrière qui font en sorte qu'on peut avoir un guide sur la manière de manifester qui est la plus optimale. Naturellement, je ne suis pas neuroscientifique, j'ai pris mes informations d'un livre, donc si jamais t'es quelqu'un qui en connaît aussi beaucoup sur le sujet et que je dis quelque chose que t'es peut-être pas d'accord ou que t'aimerais rectifier, s'il te plaît, laisse-le moi savoir dans les commentaires, ça va me faire plaisir d'en apprendre plus et développer mes connaissances par rapport à ce sujet-là. Si devenir la meilleure version de toi-même est importante pour toi et que tu es passionné par découvrir de nouvelles choses, n'hésite pas à t'abonner au podcast qui sort un nouvel épisode à chaque mercredi. Et sinon, on se lance dans la neuroscience de la manifestation. La première chose qu'on va regarder ensemble, c'est la physiologie de la manifestation. En ce moment, ta vie, au point présent, est quelque chose que tu manifestes depuis des années et chaque petite action que tu as prise t'a amené au point où tu es en ce moment. On les réalise souvent pas parce qu'on pense que c'est pas nous qui prenons nos décisions, que le point où est-ce qu'on est en ce moment est pas exactement dicté par nous, puis on n'a pas tant de contrôle par rapport à ça. Mais en fait, oui, tout ce que tu as imaginé, tout ce que tu veux, tout ce que tu as décidé, chaque action que tu as prise t'a amené au moment présent, qui techniquement est de la manifestation. Si tu veux commencer à manifester une nouvelle vie, de nouveaux désirs, de nouveaux rêves, c'est de réaliser où est-ce que tu es en ce moment. Parce que même si tu veux tracer un chemin par rapport à la version de toi-même que tu aimerais être et tout, tu peux pas avoir de direction si tu sais pas d'où est-ce que tu pars. Donc, la première étape, c'est de réaliser qu'est-ce que tu as manifesté jusqu'à présent, quelles actions que tu as prises et quels sont tes comportements un peu qui se répètent et qui font en sorte que tu t'auto-sabotages des fois. Une fois que tu en prends conscience, c'est là qu'ensuite tu peux commencer à changer tes comportements. Puis, qu'est-ce qui a fonctionné jusqu'à présent? Qu'est-ce qui fonctionnait pas? Quelles sont tes croyances par rapport à toi-même? Quelles sont certaines habitudes que tu as prises en compte et qui sont rendues justement tellement ancrées en toi que tu t'en rends plus compte, mais qu'avec un moment de réflexion, tu peux réaliser que c'est pas nécessairement positif pour toi puis ça t'apporte pas grand-chose. C'est lorsqu'on fait cette introspection par rapport à tout ce qui nous entoure, qu'est-ce qui fonctionne pas, où est-ce qu'on est en ce moment, où est-ce qu'on veut aller, qu'on va pouvoir commencer à manifester pour de bon. Ensuite, ce qu'on va explorer, c'est les grands réseaux cérébraux. Donc, dans notre cerveau, naturellement, il y a plusieurs neurones et souvent, il y a des groupes de neurones qui résonnent ensemble lorsqu'on fait une activité spécifique. Quand on parle de manifestation, il y a 4 grands réseaux cérébraux qui viennent en jeu. Le premier, c'est le Default Mode Network, soit le réseau du mode par défaut. Et qu'est-ce que ça fait en fait? Ça s'active lorsque on fait rien. Donc, lorsque t'es en train de daydream, tu t'imagines un scénario dans ta tête, t'es en train de relaxer, c'est le fun, c'est bien. Et comment est-ce que ça vient en lien avec la manifestation, en fait? C'est que lorsque tu utilises ton DMN, ça fait en sorte que tu peux te permettre de rêver à tout ce que tu aimerais imaginer. Et le cerveau, en fait, est tellement intelligent, mais aussi tellement stupide, parce qu'il n'est pas capable de faire la différence entre une situation qui est réelle et une situation qui est imaginée par nous. Donc, comment est-ce qu'on va venir manifester grâce au DMN? C'est en justement étant dans le scénario qu'on rêve d'avoir, ça fait en sorte que notre cerveau s'habitue et ensuite, on peut devenir de plus en plus apte à manifester grâce à notre utilisation du Default Mode Network. Donc, on parle souvent de visualisation, de manifestation mentale, c'est exactement là qui s'active, mais aussi, c'est responsable de notre voix intérieure, qui est notre petite critique, et souvent, des fois, lorsque notre, justement, système nerveux sympathique est trop activé, ça peut venir nuire à ce Default Mode Network et venir empiéter sur notre manifestation. Le deuxième réseau, c'est le Salience Network ou le réseau de la science. Donc, qu'est-ce que ça fait, en fait, ce réseau-là? C'est que ça envoie à ton cerveau, par rapport au
qu'est-ce qui est important, sur quoi est-ce que tu devrais mettre l'attention. Et c'est comme, disons, que quelqu'un va créer ton nom dans une foule, automatiquement, tu vas reconnaître que c'est ton nom qui est créé et tu vas te mettre à chercher sur qui t'appelle. Ça, en fait, c'est que ton cerveau, si quelqu'un crée le nom de quelqu'un d'aléatoire, c'est sûr que tu vas pas réagir, mais parce que ton cerveau a identifié cette information comme étant importante, elle te le met à l'esprit et c'est pour ça que tu le remarques. Puis aussi, quelque chose qui était super intéressant, c'est que dans la vie, tu as des millions et des millions de stimuli à chaque seconde qui sont envoyés vers ton cerveau, mais par seconde, ton cerveau est capable d'analyser seulement 50 bits d'information. Donc ça fait en sorte qu'il y a à peu près 99,99% de tout ce qui se passe autour de toi dont tu n'es pas alerte. Puis, il y avait aussi une expérimentation qui avait été faite par des psychologues. Je me souviens d'avoir regardé cette expérimentation, je pense que c'était dans mon cours de philo au cégep. Puis, dans le fond, on a mis des personnes, en fait, dans une salle, puis il y avait un film qui allait jouer devant eux, et on leur a demandé de soit compter le nombre de dribbles et de passes, ou de compter le nombre de buts que, admettons, les joueurs avec les chandails blancs avaient fait. Et lorsque ces personnes-là ont juste regardé l'épisode, il y a à peu près 50% des gens qui n'ont même pas remarqué qu'en plein milieu du vidéo, il y a quelqu'un avec un costume de gorille qui se met à marcher au milieu. Et dès qu'on nous le dit ensuite, c'est tellement flagrant que cet aspect est dans le vidéo, mais vu que ton cerveau était pas concentré à analyser tout le reste des informations, c'est pour ça que la majorité des gens l'ont manqué. Donc c'est pour ça que le réseau de science va devenir important dans ta capacité à manifester parce que pour avoir une manifestation qui fonctionne, il faut que ton cerveau soit habitué à avoir certains inputs et à aller rechercher des stimuli qui font en sorte que ça devient important à ton esprit et tu le highlights. C'est pour ça que visualiser régulièrement un objectif, ça fait en sorte que tu apprends à ton cerveau que c'est important et ensuite, ton cerveau conscient va se mettre à chercher des opportunités pour faire en sorte que cette chose devienne une réalité. On va en parler plus tantôt, mais en bref, le réseau de la science, c'est ça. Ensuite, on a le réseau de l'attention qui fait en sorte qu'on réussit à se concentrer sans trop avoir de distractions autour de nous. C'est lui qui gère ta capacité à te concentrer malgré les distractions et ça devient important lorsque tu veux manifester parce qu'une fois que ton intention est claire, il faut que tu dises à ton cerveau que c'est sur ça que tu veux te concentrer et que tu vas pas dévier. Comme je l'ai dit il y a quelques instants, il y a tellement d'informations par seconde et on vit dans un monde où tout le monde se bat pour avoir notre attention. Donc, rester concentré et focus sur qu'est-ce que tu veux devient super important. Et le dernier réseau cérébral, c'est le Central Executive Network, donc le réseau exécutif central. Puis son rôle à lui, en fait, c'est de t'aider à prendre des décisions. Le lien avec la manifestation, c'est que lorsque tu dois atteindre un objectif, c'est pas juste d'y penser, visualiser, savoir en fait que tu veux te concentrer là-dessus, mais c'est de prendre les bonnes actions qui vont venir te mener à l'obtention de ton objectif que tu t'es donné. Donc, le réseau central exécutif vient t'aider à signaler un petit peu les bonnes décisions que tu devrais faire et comment atteindre ton objectif. La manifestation ne serait pas la même sans parler du système nerveux qui comporte deux branches. Donc, tu as le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Le système nerveux sympathique est responsable en fait de notre réaction fight or flight. Donc, est-ce que dans une certaine situation, on va vouloir se battre ou s'enfuir? Puis, ça a été important pour nous parce que c'était notre seule manière de survie lorsqu'on était dans la savane africaine ou bien quand on était poursuivi par un mammouth à l'époque. Aujourd'hui, en fait, ce que ça fait, c'est que ce système-là devient beaucoup plus actif par rapport à notre sens de soi. Donc, vu qu'il n'y a plus nécessairement pour la plupart d'entre nous qu'on est très chanceux, on n'a plus de danger physique direct. Donc, le système nerveux sympathique est maintenant en train de chercher pour des attaques envers notre soi. Donc, tout ce qui viendrait remettre en considération la personne que t'es, ton sens d'identité et tout ça. Donc, c'est pour ça, en fait, que souvent, on est tellement dans des réactions qui sont justement fight or flight que c'est très difficile de manifester parce qu'on peut pas faire ça depuis ce système nerveux-là. C'est pour ça que ça devient important ensuite de parler du système nerveux parasympathique qui, lui, est responsable de la régulation émotionnelle, de réguler notre corps, de revenir à un état d'homéostasie, de calme et vraiment revenir à un état qui est régulier, si je peux dire. Pour manifester, la clé là-dedans, c'est vraiment en fait de savoir réguler ton système nerveux et comment revenir à cet état de système nerveux parasympathique. Je pense que ça pourrait être un épisode intéressant à faire aussi là-dessus, donc je me note ça pour aller plus en détail dedans. Mais pour l'instant, c'est vraiment les deux catégories dont tu dois être au courant pour comprendre le lien entre le système nerveux et la manifestation. Donc, pour mieux comprendre le fonctionnement de notre système nerveux, en fait, c'est important de comprendre le rôle des neurotransmetteurs.
Donc, les neurotransmetteurs sont responsables des impulsions entre les neurones entre elles. Et en fait, on confond souvent neurotransmetteurs et hormones, mais la différence, c'est que les neurotransmetteurs sont à l'extrémité des neurones et sont libérés dans ce qu'on appelle la fente synaptique. Donc, ensuite, ce sont ces neurotransmetteurs-là qui font en sorte qu'on va transmettre une impulsion à une autre neurone et ils vont servir de propagateurs. Les neurotransmetteurs sont faits pour transmettre un signal d'une neurone à l'autre, à l'opposé des hormones qui, elles, sont libérées directement dans le sang et qui agissent à plus grande échelle. Il y a 4 neurotransmetteurs, en fait, qui sont super importants dans notre survie, notre aspect positif et juste nos sentiments généraux de bien-être. Et la première, naturellement, dont tu as probablement entendu parler, c'est la dopamine. Mais la dopamine, en fait, c'est l'hormone de toujours en vouloir plus. Donc, c'est l'hormone qui nous sert de motivation lorsqu'on s'en va chercher des nouveaux objectifs. C'est ça qui nous drive à un peu donner le meilleur de nous-mêmes. La dopamine est aussi associée à l'apprentissage et la mémoire. Puis, c'est aussi responsable lorsqu'admettons, on fait une tâche qui est quand même assez demandante, à être dans un état de flow. Donc, si jamais tu as déjà écouté mon épisode par rapport à Ultra Learning, c'était par rapport à l'apprentissage, lorsque tu es dans un état de flow, ça fait comme si tout ce qui est autour de toi, on dirait que le temps s'arrête et tu es ultra concentré à ta tâche, ben ça, c'est la dopamine qui y participe. Ensuite, on a la sérotonine qui est considérée comme étant un stabilisateur d'émotions. Puis, la sérotonine est associée avec ton appétit. Ça peut aussi améliorer, en fait, tes apprentissages et ta mémoire. Puis, un bon niveau de sérotonine, en fait, est associé souvent à des choses comme la dépression, de l'anxiété et d'autres troubles mentaux. La sérotonine est aussi responsable de ton bonheur et de la régulation de ton sommeil. Ensuite, on a l'oxytocine, qui est techniquement l'hormone de l'amour parce que c'est associé avec l'intimité, la connexion, nos rapports avec les autres, le bien-être, tout ce qui fait en sorte qu'on se sent en sécurité. C'est lié à l'oxytocine. Puis les endorphines sont le dernier neurotransmetteur, en fait, qui sont responsables pour les antidouleurs naturelles que le corps produit lorsqu'admettons, on vit une certaine situation, qu'on a de la douleur ou quoi que ce soit. Puis, ça contribue aussi à notre sentiment de bien-être général. Puis, la plupart des endorphines peuvent être effectivement libérées pendant qu'on fait du sport ou quoi que ce soit, mais ça peut aussi être libéré lorsqu'on fait de la méditation, qu'on mange du chocolat ou qu'on rit. Maintenant qu'on a exploré l'aspect plus neurosciences de la manifestation, on est prêt à rentrer dans la partie pratique. Donc, la partie pratique, le livre nous donne 6 étapes clés et on va y aller une par une. La première étape, c'est de reprendre le pouvoir de ton cerveau sur quoi tu veux te concentrer. Dans un monde où souvent on pense que les choses arrivent contre nous, que chaque fois qu'il y a quelque chose de mauvais qui nous arrive, on se dit « Mon Dieu, mais pourquoi ça arrive à moi? Qu'est-ce qui se passe? Genre, j'ai pas de contrôle là-dessus, mon Dieu, le stress, l'anxiété, la colère, toutes ces émotions-là font en sorte que ça vient te nuire lorsque tu veux manifester la vie de tes rêves. Faut en fait shifter cette manière de penser que quelque chose arrive contre toi, mais bien chaque chose arrive pour toi. Puis quand quelque chose nous arrive, en fait, c'est que vu qu'on a tellement été conditionné depuis longtemps à réagir d'une certaine manière, c'est comme si notre réaction devient automatique et on pense qu'elle est hors de notre contrôle, mais non. C'est juste qu'on l'a tellement répété dans notre histoire encore et encore qu'elle est automatique, mais notre pouvoir vient dans le moment où tu réalises que tu as le pouvoir de changer. Tu as toujours cet aspect décisionnel que dès que tu prends conscience de quelque chose qui vient te trigger, quelque chose vient te déranger, quelque chose vient te chercher vraiment, vraiment fort émotionnellement, avant de réagir, prends un moment de recul pour te demander qu'est-ce qui fait en sorte que je réagis comme ça? Pourquoi est-ce que je réagis comme ça? Est-ce que je suis fière de la réaction que j'ai en ce moment? Puis, c'est dans ces moments-là qu'ensuite tu vas pouvoir changer la majorité de tes réactions et tout ce qui t'entoure. Le pouvoir de la manifestation, en fait, c'est seulement par rapport à toi et seulement toi. Peu importe ce que les autres pensent qui sont possibles, peu importe ce que les gens pensent de toi, de la personne que t'es, de tout ce que t'as été jusqu'à présent, ça n'a aucun rapport avec eux, mais bien ta confiance en toi, tes limites, tes croyances et le pouvoir de choisir à chaque jour de te mettre en premier et de croire en toi, en fait. J'ai parlé il y a quelques instants du réseau de l'attention, mais on a tellement de choses qui font en sorte qu'ils se battent pour notre attention. Nos téléphones cellulaires sont designés pour exploiter cette faiblesse mentale qu'on a à vouloir toujours avoir la prochaine récompense. Il y a des gens qui l'ont testé justement avec les rats. T'avais un levier, tu leur mets de la nourriture, ils doivent peser 3 fois, ils ont de la nourriture. Ça se répète encore et encore, puis un jour, ils incorporent une dimension aléatoire qui fait en sorte que le rat doit peser sur la petite palette encore plus de fois pour, à un moment donné, avoir de la nourriture. Ce qu'il apprend à faire, c'est d'encore le peser sur la petite palette encore plus vite pour avoir sa récompense le plus rapidement possible. Et on fait la même chose, en fait, sur nos téléphones cellulaires.
Donc, quand on scroll sur Instagram et qu'on essaye de remarquer c'est quoi la prochaine chose qu'on va lire qui va nous faire sentir bien, la photo qu'on va voir qui va justement nous trigger ou quoi que ce soit, c'est toujours ce système de récompense que nos téléphones exploitent. Et ensuite, basé sur ces données-là, ces compagnies revendent nos données à ceux qui vont les payer le plus cher pour les avoir. Donc, dans un monde où tout le monde se bat pour ton attention, le moment où tu la réclames et que tu commences à décider sur quoi tu veux la mettre, c'est là que tu reprends ton pouvoir intérieur. Parce que lorsque tu veux manifester, ça va prendre énormément de discipline parce que justement, c'est tellement facile d'aller sur ton téléphone, de regarder Netflix, de tout faire sauf travailler sur tes buts. C'est pour ça que c'est un choix que tu dois faire en fait. Puis c'est pas facile, mais ça en vaut la peine. Puis souvent, moi, ce que je me dis à le matin, lorsque je sais que je dois faire quelque chose, mais j'ai pas nécessairement envie de le faire, puis je sens que je commence à me self-sabotage et de me dire n'importe quoi, c'est pense à dans une heure. Est-ce que tu vas te sentir mieux d'avoir fait la tâche que tu sais que tu dois faire ou bien de rester dans ton lit et à rien faire? La plupart du temps, la réponse, c'est que si je fais la tâche, je vais me sentir mieux et déjà là, je me force à me lever et la faire. Il y a aussi l'aspect que naturellement, dans la vie, c'est pas tout qui va bien aller. On va avoir des moments qui sont plus difficiles, on va devoir dealer avec l'inconfort, on va avoir ces sentiments de négativité, de frustration, de colère, d'anxiété. Mais la clé dans tout ça, c'est pas de les nier et de dire que ça n'existe pas, non, 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 ma vie est extrêmement bien, mais c'est d'apprendre à faire de la régulation émotionnelle, en fait. Parce que lorsque tu commences à manifester, c'est important de toujours revenir à la source. Lorsque quelque chose t'arrive, comme je disais tantôt, admettons, il y a quelque chose qui va aller te trigger, puis qui génère une réaction émotionnelle en toi. Il faut que tu aies cette capacité à t'arrêter. Puis lorsque tu te calmes justement après une situation comme ça, que tu es capable d'analyser tes pensées, c'est là ensuite que tu réalises justement qu'il y a un espace entre le stimulus et ta réponse. Puis c'est dans ces moments-là en fait que tu peux vraiment changer ta manière de voir le monde et comment est-ce que tu as réagi jusqu'à présent que tu vas commencer à voir des changements. C'est pas facile au début naturellement parce que ça prend vraiment une pratique consciente de te permettre de voir ta manière de penser et de prendre un moment pour réfléchir. Mais plus tu vas le faire, plus tu vas t'habituer et plus cet espace-là, en fait, va s'agrandir et va te permettre de prendre des actions qui sont alignées avec ce que tu souhaites construire. Et maintenant que ton corps et ta tête sont en balance, ça nous amène maintenant à notre deuxième étape qui est de clarifier qu'est-ce que tu veux réellement. Donc, savoir qu'est-ce que tu veux réellement est la clé dans toute bonne manifestation et comment est-ce qu'on fait ça, en fait? La première chose, c'est que souvent, lorsqu'on va vouloir manifester, on va avoir ces désirs qui sont un peu externes à nous, qui sont une image de la société qui nous a été projetée pendant des années, mais il faut prendre le temps de s'arrêter et savoir qu'est-ce que je veux réellement, moi, en tant que personne. Donc, l'une des manières de faire ça, c'est de te rappeler des moments dans ta vie où tu as vécu des émotions qui sont incroyables. Donc, tu as eu des grands moments de joie, de gratitude, d'être tellement fier de toi par rapport à quelque chose qui t'est arrivé. Puis, lorsque tu te remémores cet instant-là, essaye de remarquer quel genre de sentiment est-ce que ça évoque en toi. Est-ce que tu ressens les mêmes choses que lorsque c'est arrivé pour la première fois? C'était quoi le contexte? Avec qui t'étais? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu t'es sentie aussi fière, joyeuse, inspirée, tout ça? Puis, à partir de cette donnée-là, tu peux ensuite considérer, qu'est-ce que je veux manifester dans le futur qui va aussi me permettre d'avoir accès à ces sentiments-là qui étaient tellement gratifiants au début. Puis te rappeler de ces moments-là, en fait, ça fait en sorte que ta tête sait que tu es sur le droit chemin et que tu t'en vas dans la bonne direction par rapport à ta vie, ce qui est super empowering. Puis justement, ces sentiments-là que tu ressens en ce moment, te mettre en lien, en fait, avec ton higher self. Je sais que c'est un terme qui revient souvent, mais ton higher self, c'est juste ta version de toi-même que tu imagines et que tu aimerais être, qui accomplit tous ses vœux. Et lorsque tu te remémores justement ces souvenirs, ça fait en sorte que les émotions que tu ressens sont réelles, même si la situation mentalement l'est pas. Et vu que ça te crée des émotions, ton cerveau est pas capable de faire la différence entre qu'est-ce qui se passe réellement versus une situation que tu es en train de t'inventer, mais par contre, tes émotions génèrent de la dopamine, de la sérotonine, qui viennent ensuite indiquer à ton cerveau et à ton subconscient que c'est quelque chose qui est important et que tu vas devoir commencer à rechercher autour de toi. Donc, c'est pour ça que la visualisation, c'est si important parce que oui, c'est sûr que c'est pas la réalité et tout, mais ça indique à ton cerveau que il va aller devoir chercher quelque chose dans son entourage et dans nos stimuli dans la vie de tous les jours pour aller chercher ces sentiments-là encore. Puis dans le fond, comment est-ce que le cerveau associe des choses qui sont importantes? C'est par rapport à l'association de valeurs. Donc, lorsque quelque chose va générer une réponse émotionnelle qui est très, très intense, que ce soit bon ou mauvais, ce que ça indique à ton cerveau, c'est qu'on doit y porter attention et faire en sorte que
on va avoir des comportements qui vont venir pallier avec ces sentiments-là. Lorsque tu visualises, admettons, ta vie de rêve, que tu fais, admettons, un day in the life de ta version de toi-même préférée, ce que ça dit en fait à ton cerveau, c'est de commencer à rechercher des comportements et des éléments dans ton monde extérieur qui vont venir faire en sorte que tu vas ressentir ces émotions-là et ton réseau de science va venir faire en sorte que tu vas commencer à rechercher des stimuli qui te permettent de revivre ces émotions-là et ça signale à ton cerveau conscient et subconscient que c'est important. Puis le paradoxe, en fait, c'est que par rapport à la répétition mentale et à la visualisation, tu enseignes littéralement à ton cerveau comment est-ce que tu vas te sentir lorsque le moment que tu es en train d'imaginer va t'arriver. Donc, littéralement, tu fais comme un retour dans le futur. La troisième étape, c'est d'enlever les obstacles de ton esprit. La première chose dont on va parler ici, c'est ton amygdale dans ton cerveau. Donc, un peu plus tôt, j'ai parlé justement du système nerveux et ton amygdale, en fait, est responsable de notre survie jusqu'à présent. Le but de ton amygdale dans la vie, c'est de te protéger et de t'assurer que tu survis en général. Ce que ça implique, c'est que souvent, lorsque tu vas prendre une décision ou que tu veux sortir de ta zone de confort ou qu'il y a quoi que ce soit qui arrive, ton amygdale va s'enclencher parce que c'est une situation à laquelle tu n'es pas habitué, c'est nouveau. Et dans notre société d'aujourd'hui, tout ce qui peut être une attaque à ta personne en tant qu'individu, ton identité et tout ça, c'est là que ton amygdale va s'allumer et va chercher à te protéger. C'est pour ça, en général, que tu peux avoir beaucoup d'anxiété avant de faire quelque chose qui est nouveau, mais c'est important de réaliser que tu as quand même le pouvoir du choix par rapport à ton amygdale. Donc oui, elle va générer des émotions qui sont intenses. Oui, ça va être inconfortable et tu as l'impression que tu veux éviter cette situation-là à tout prix. Mais c'est justement en passant par-dessus cette peur et en habituant ton cerveau à un certain contexte que tu vas pouvoir passer par-dessus. Et c'est là l'importance de sortir de sa zone de confort parce que c'est ta zone de confort qui te garde petite. Plus en fait tu redoutes un événement ou une action ou quoi que ce soit, plus tu dis à ton amygdale que c'est important, ce qui fait en sorte que ton réseau de science va aussi s'activer parce que plus ça devient important, plus il doit être au courant puis regarder qu'est-ce qui se passe autour de toi pour l'identifier. Et ensuite, c'est là où est-ce que va toute ton attention, donc le réseau d'attention. Et c'est pour ça qu'il faut que tu reprennes contrôle par rapport à ton amygdale et que tu fasses ta régulation émotionnelle parce que c'est en sortant de ta zone de confort que tu vas y arriver et tu vas pas mourir si jamais tu fais ça. Ensuite, il y a le biais de négativité. Donc, en tant qu'humain, on est forcément attiré vers tout ce qui est négatif parce que c'est pas ce qui est positif qui va faire en sorte qu'on va survivre en tant qu'espèce. C'est en étant focusé sur ce qui est négatif qui fait en sorte qu'on a survécu jusqu'à aujourd'hui. C'est en évitant les dangers, tout ce qui pouvait porter une attaque à notre personne, qu'on s'est rendu jusqu'ici. Et donc, naturellement, notre cerveau est plus axé sur qu'est-ce qui va mal que qu'est-ce qui va bien. Notre biais de négativité aussi, ça explique pourquoi on voit autant de mauvaises nouvelles dans les nouvelles. C'est que le plus d'informations qu'ils donnent par rapport à la négativité, le plus tu vas vouloir être au courant et ton amygdale va être enclenché et donc tu vas continuer à revenir encore et donc il garde tes vues. Puis aussi, en fait, on a cette voix dans notre tête qui est notre critique interne et ça, pour la comprendre, il faut regarder le système nerveux sympathique parce que depuis notre évolution, en fait, le début, comme je disais, lorsqu'on était dans la savane africaine et qu'on devait survivre, c'est important de savoir reconnaître les dangers pour ensuite s'enfuir et avoir cette voix qui nous dit quoi faire. Maintenant que cette voix n'a plus exactement cet emploi, elle est dans notre tête à chaque jour à nous critiquer, à nous parler, à nous dire qu'est-ce qu'on fait de bien, qu'est-ce qu'on fait de mal. Et c'est tellement facile de tomber dans cette répétition de négativité, puis de l'écouter puis qui nous dit à chaque fois « Ah, t'es pas assez bonne, t'es pas assez ci, t'es pas assez intelligente pour atteindre quoi que ce soit. » Et faut apprendre à s'en détacher. Ce qui nous amène ensuite à nos croyances internes. Donc, on parlait de notre critique interne, mais en fait, ça, c'est parce que lorsqu'on est né, on est comme dans un état un peu malléable. Chaque chose, admettons, lorsque tu étais jeune, que quelqu'un t'a dit que tu n'étais pas assez bonne en sport, que tu n'étais pas assez intelligente, que tu n'étais pas assez drôle, tu commences à l'internaliser et ça fait ensuite partie de ton identité. Parce que c'est une histoire que tu vas te répéter encore et parce que tu dis ça dans ton cerveau, en fait, tu vas aller prendre des actions qui viennent encore confirmer cette histoire que tu te répètes, mais c'est pas la réalité. C'est pas parce que quelqu'un t'a dit ça lorsque tu étais jeune que c'est vrai, c'est juste parce que toutes les actions que tu as prises jusqu'à présent viennent confirmer cette partie de toi. Mais du moment que tu prends justement un espace entre ton stimuli et ta réponse pour réaliser que je choisis de ne plus m'associer à cette histoire que je me répète, c'est là que tu peux changer. Parce que chaque chose que tu penses de toi est juste une histoire que tu te répètes encore et encore. C'est pas parce que la personne que tu es aujourd'hui, tu vas être la même personne demain. C'est tous les choix que tu prends. C'est de partir de ces croyances internes que tu as adoptées depuis que tu es jeune, qui te servent pas et que tu dois choisir consciemment de t'en détacher.
la clé, c'est de savoir relaxer ton système nerveux et lui faire comprendre que c'est sécure d'aller prendre des risques, de te mettre out there, de sortir de ta zone de confort. Ensuite, la quatrième étape, c'est d'ancrer ton intention dans ton subconscient. Donc, il y a une phrase en affaires que les entrepreneurs font affaire avec les gens qu'ils connaissent, qu'ils aiment et qu'ils ont confiance. C'est la même chose pour ton cerveau. Ton cerveau va faire affaire avec des éléments qu'il connaît, qu'il aime et à qui il fait confiance. Ton cerveau, c'est une machine prédictive, ça sert à prendre des décisions, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ton cerveau prend tellement d'énergie et c'est la partie de ton corps qui est probablement la plus paresseuse. Le cerveau humain représente à peu près 2% de notre poids global, mais en termes de ressources énergétiques, ça prend à peu près 20% de notre oxygène et naturellement de nos calories, donc ça prend considérablement plus que n'importe quel autre organe. Et pour cette raison, il est très très concentré à optimiser sa charge d'énergie. Plus ton cerveau va être exposé à des choses nouvelles, plus ça va lui demander de l'énergie et il aime pas ça. C'est pourquoi ensuite ça va générer des émotions comme la peur, la colère, vouloir fuir et tout ça. Puis, pour ta manifestation, si jamais tu veux atteindre un but qui est quand même assez out there, que tu n'as jamais vraiment exploré et que, par exemple, il se présente devant toi, mais que tu n'as pas encore habitué ton cerveau au fait que c'est sécure, que c'est safe, qu'il connaît, qu'il l'aime, ben, ta réaction immédiate lorsque tu reçois exactement ce que tu as manifesté, c'est que tu vas vouloir courir à l'autre bout de la pièce et tu vas pas être capable de le tenir. Pourquoi c'est important, en fait, de ancrer ton intention dans ton subconscient, c'est que lorsque ta manifestation va arriver, tu vas être prête à la tenir, tu vas être prête à l'accepter. Et la seule manière de le faire, c'est d'habituer ton cerveau à ça. Donc, si ton cerveau n'est pas familier avec ce que tu essaies de manifester, ça va juste le rejeter par défaut parce que c'est trop d'énergie pour ce que c'est. C'est pour ça que tu dois t'habituer en fait à signaler à ton cerveau qu'est-ce que tu veux avoir, où est-ce que tu veux t'en aller. Et c'est là que vient naturellement la visualisation, la méditation. Et plus tu visualises, plus tu dis à ton cerveau qu'est-ce qui est important, plus ton cerveau s'habitue et c'est une pratique qui doit se faire encore et encore. Puis en fait, dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça enseigne à ton cerveau que lorsque tu vas reconnaître cette manifestation, il va être sécure, il va l'aimer, puis il va avoir confiance en elle, donc il va l'accepter. Puis tu veux que ce que tu veux manifester soit tellement ancré profond dans ton subconscient que ça devienne un automatisme pour ton cerveau conscient de prendre des décisions. Puis je pense qu'en général, il y a à peu près 90% de tout ce que tu fais est guidé par ton subconscient et seulement 10% par ton cerveau conscient. Puis déjà qu'on a accès à une ressource assez limitée en termes d'analyse de notre environnement en ce qui concerne les informations, tu veux que ton cerveau conscient soit capable d'identifier naturellement et rapidement toutes les choses qui vont te permettre d'aller accéder en fait à ta manifestation et tout ça. Donc, c'est pour ça que la visualisation vient encore en compte, parce que plus tu visualises, plus tu habitues ton cerveau à reconnaître n'importe quel stimuli qui va t'amener plus proche de ton but, et ça va devenir sécuritaire pour lui de le faire, et cette dépense d'énergie va pas être aussi intense. Puis la chose la plus importante par rapport à ton subconscient, c'est que ça répond vraiment à la répétition. Donc, plus tu visualises, plus tu le vois dans ton imaginaire, plus tu inclus tes 5 sens, plus en fait, ça va signifier à ton cerveau la science de cette information et ton subconscient va commencer à l'adopter naturellement et va le projeter dans ton conscient par la suite. La 5e étape, c'est de poursuivre tes buts passionnément. La plupart du temps, en fait, lorsqu'on commence à manifester, on a ce grand but qu'on veut atteindre, qui nous semble tellement out of reach, mais la clé dans tout ça, c'est de pas nécessairement de te sortir trop de ta zone de confort, mais c'est de commencer petit. Le but, c'est de te mettre des objectifs qui sont assez atteignables pour que chaque petite étape te mène à un succès. Puis plus tu as de succès naturellement, plus ça va donner envie d'en repérer d'autres, plus tu veux justement aller chercher de la dopamine qui va faire en sorte que tu vas aller atteindre ton prochain but. Et ça fait en sorte que tu rentres dans cette loupe un peu de succès et de vouloir en avoir plus. Au final, c'est pas nécessairement le but d'avoir les plus grands objectifs sur Terre, c'est vraiment de commencer petit. Donc, qu'est-ce que tu peux faire à l'instant présent qui serait déjà une étape de plus vers ton plus grand but? Puis souvent, ce que je propose, c'est de le reverse engineer. Donc, admettons, tu vas aller mettre ton but principal que tu aimerais avoir et ensuite, comment est-ce que tu peux le diviser par étapes et sous-étapes pour faire en sorte qu'il devienne une réalité? Puis ensuite, tu vas avoir un peu comme un arbre de probabilité avec toutes les propositions pour faire en sorte que ton objectif devienne réalité. Mais l'important, c'est juste de commencer et de prendre action à chaque jour, sortir de ta zone de confort et
de signaler à ton cerveau que c'est sécuritaire. Tu sais, pour certaines personnes, peut-être que leur objectif va devenir réalité du jour au lendemain, mais pour la plupart des gens, ça fait pas ça. Ça va pas de 0 à 100, ça fait pas en sorte que tu vas te lever un matin puis boum, ça va être apparu. La manifestation, c'est sujet aux mêmes limites que la vie, la physique et la science. C'est pas de la magie. C'est prendre action à chaque jour, les répéter encore et encore. Puis justement, ça, c'est une question que j'avais posée à Martine Rochon, avec qui j'ai fait un épisode sur la manifestation, et Lauriane Houdblé avec la neuroscience de la manifestation. Je vais mettre les 2 épisodes en description, mais on parlait justement de qu'est-ce qui arrive si t'as pas ton objectif du jour au lendemain. Mais ce qui est important, c'est que faut savoir que si ton cerveau est concentré là-dessus, que tu lui apprends que c'est une possibilité pour toi et que t'as pas d'autre option que de réussir, ben peu importe le nombre de temps que ça va prendre, si tu prends des actions qui sont alignées, ça va arriver. C'est sûr et certain, parce que tu as décidé ça, ton cerveau prend les directions, et si jamais ça n'arrive pas, c'est parce qu'il y a quelque chose de encore mieux derrière que tu peux même pas encore imaginer. Puis au final, tu sais, toutes les leçons que tu vas apprendre par rapport à toi qui apprends à manifester, d'atteindre tes objectifs, c'est toutes des choses que tu vas pouvoir remettre lorsqu'il y a des obstacles qui s'offrent à toi, parce que ça va arriver pour sûr que dans la vie, tu vas avoir des aspects qui sont plus difficiles. Il y a des moments où tu vas vouloir abandonner, il y a des moments où tu vas vouloir tout lâcher parce que tu as l'impression que ça fonctionne pas, que tu donnes tout, mais que tu vois pas comment ça peut terminer. Mais c'est précisément dans ces moments-là que tu dois le plus continuer parce que ça t'apprend aussi de la résilience et t'as pas le choix d'en avoir si jamais tu veux faire des grandes choses dans la vie. Puis il y a un autre aspect d'aligner ta mission, en fait, à une plus grande échelle. Donc, en fait, c'est sûr que certains de tes objectifs peuvent être en lien avec toi précisément. Si jamais tu veux décupler le pouvoir de la manifestation, pense à comment est-ce que ça peut impacter la vie des gens autour de toi positivement. Donc, au lieu de juste te concentrer sur toi, qu'est-ce que ça peut t'apporter, pense aux autres, comment est-ce que tu peux contribuer au monde autour de toi. Et je te jure, il va y avoir un shift d'énergie en termes de ta motivation et ta mission à atteindre ces buts-là. Ça va être tout un changement parce que oui, ça va contribuer pour toi, mais les autres vont aussi voir qu'ils gagnent et vont vouloir t'aider à accomplir tes buts. Une autre chose, c'est l'aspect de la synchronicité. Donc, des fois, il y a des aspects dans la vie où tu vas te demander pourquoi c'est quelque chose arrive. Ou disons, tu vas rêver à une certaine chose, tu vas avoir 3 fois la même annonce dans une journée alors que c'est quelque chose auquel tu penses depuis longtemps. Puis, des fois, c'est important de juste s'arrêter pour regarder quelles sont les synchronicités qui sont arrivées dans ma vie jusqu'à présent. Une synchronicité, c'est un moment que tu peux pas tant expliquer, mais que tu as l'impression qui est important et qui a du sens, mais que tu sais pas nécessairement pourquoi. Ça, en fait, c'est important parce que dans ton esprit conscient, des fois, on s'en rend même pas compte, mais souvent, c'est ces petites connexions et ces petites choses qui te guident justement sur le chemin que tu dois prendre pour arriver à ton objectif. Puis justement, lorsque tu as manifesté, que tu as pris toutes les actions possibles pour que ça devienne une réalité, la prochaine étape, des fois, c'est juste d'accepter le fait que tu peux plus rien faire en ce moment et d'être OK avec le fait que t'as pas à savoir le comment ça va arriver, mais juste de croire encore et encore le fait que ça va l'être et que ça va être ta réalité. C'est sur ça que tu dois te concentrer. C'est pas à toi de découvrir le comment ça va arriver, c'est à toi de déterminer ton pourquoi ça va nécessairement arriver. Et c'est pourquoi la 6e étape de la manifestation, c'est de laisser tomber toutes tes attentes. Ça peut paraître contre-intuitif, mais c'est lorsque tu te délaisses de toutes les possibilités que tu avais imaginées pour toi, en fait, comment est-ce que tu vas avoir ta manifestation, que tu vas accéder à la magie de tout ça parce qu'on se ferme aux possibilités, en fait, d'avoir accès à ta manifestation lorsque tu es trop ancré sur une seule manière d'y avoir accès. C'est vraiment subtil, cette chose-là, parce qu'on parle beaucoup de visualisation, d'imaginer comment est-ce que ta vie de rêve va apparaître, puis il faut naturellement se faire un scénario qui est précis pour avoir une image qui est claire. C'est pas pour t'indiquer comment ça va arriver, mais c'est là pour faire en sorte que tu vas ressentir les émotions qui vont t'amener à faire de ce désir final cette réalité. Donc, ta visualisation, c'est pas pour savoir exactement comment ça va arriver, mais bien pour amener les émotions et de dire à ton cerveau qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui l'est pas, pour qu'ensuite, lui, il te mène vers des actions qui vont faire en sorte que c'est possible de manière que tu aies imaginé ou non. Ensuite, un autre aspect qui était important, c'était la gratitude. La gratitude, je sais que j'avais déjà vu une pyramide par rapport aux vibrations et les émotions et tout ça, et la plus haute vibration à laquelle tu peux être, c'est la gratitude. Et qu'est-ce que ça fait, en fait? C'est que tu réalises des fois toutes les choses qui vont bien dans ta vie et c'est tellement facile à oublier. Justement, on se concentre beaucoup sur les négatifs dû à notre biais de négativité qu'on en oublie souvent
tout ce qui se passe dans notre vie dont on peut être fier. Avoir de la gratitude, en fait, c'est juste de changer ton esprit par rapport à qu'est-ce qui te manque vers qu'est-ce que tu as déjà. Puis les gens qui pratiquent la gratitude, en fait, ça a été prouvé qu'il y a tellement de bénéfices à ça. Tu as une meilleure résilience par rapport aux difficultés que tu rencontres dans la vie. Les gens sont aussi significativement plus heureux. Puis ça fait en sorte aussi qu'admettons, lorsque tu vas avoir une situation qui pourrait te provoquer de l'envie, de la jalousie, et juste de rester ancré là-dedans, la gratitude te permet de laisser tomber toutes ces émotions-là pour te concentrer sur qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va te faire avancer. Donc, c'est sûr que ton niveau de bonheur va automatiquement augmenter avec la gratitude et ça te permet d'être dans un état émotionnel qui est plus élevé et qui t'aide à manifester tout ce que tu désires. Puis le dernier aspect de l'étape 6, c'est l'équanimité. Donc, on en a parlé un peu plus tôt, la régulation émotionnelle, mais l'équanimité, en fait, ce que ça fait, c'est d'avoir une vague de bien-être, peu importe si la situation est bonne ou mauvaise. Donc, c'est sûr que dans la vie, justement, il va y avoir des moments qui sont plus heureux, il y a des moments qui vont être plus tristes, mais en général, pour manifester, c'est important d'avoir une certaine stabilité émotionnelle. L'équanimité, ça vient aussi lorsqu'admettons, on reçoit ce qu'on veut, on n'a pas ce qu'on veut, ou qu'on reçoit ce qu'on ne veut pas. C'est ce qui nous permet, en fait, lorsqu'on essaie de manifester nos intentions, de pas devenir victime de chaque petite chose qui vient nous arriver, parce que c'est juste en restant concentré et en mettant notre attention sur qu'est-ce qui compte vraiment qu'on va être capable d'atteindre nos objectifs. Donc, la manifestation, c'est pas de la magie, c'est un processus qui engage ton cerveau, ton système nerveux et ton attention. Et c'est pas juste de la magie, mais c'est bien le pouvoir de l'intention, le pouvoir du choix et le fait de rester concentré et de donner ton attention à ce qui compte vraiment. Si tu veux changer ta réalité, c'est vraiment de prendre conscience de qu'est-ce que tu te répètes à chaque jour dans ta tête, dans tes comportements et dans ton environnement. Et ça, c'est entre tes mains. Donc, merci d'avoir écouté cet épisode. Si jamais tu penses que ça peut aider une autre personne à comprendre comment la manifestation fonctionne et comment l'utiliser à bon escient, n'hésite pas à le partager avec elle. Puis, si jamais cet épisode t'a plu, oublie pas de t'abonner, de laisser une note et de partager parce que ça m'aide à créer encore plus de contenu de qualité. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle entrevue.